La République démocratique du Congo est en plein cœur du processus électoral avec les élections prévues le 23 décembre 2018. Un rendez-vous historique parce que ça sera pour la première fois que notre pays va vivre la première alternance démocratique et politique. Un événement qui justement sera crucial aussi pour l'avenir de notre pays, la RDC. Candidat président de la République, il y en a en tout cas 21 que nous allons recevoir sur le rendez-vous votre magazine qui reçoit pour le premier numéro le candidat président de la République Martin Fayulu Madidi. Lui, il est de la dynamique de l'opposition, il est également président de l'ESID. Avec lui, nous allons parler programme que lui, il a présenté, que nous aurons en tout cas l'amabilité au cours de ces magazines d'aller en profondeur avec des données chiffrées et aussi il sera aussi face à vous, peuple congolais, à travers le rendez-vous. Monsieur Martin Fayulu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le rendez-vous. Merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour nous également. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec Élisée Odia. Bonjour. Bonjour et bonjour à l'invité. Voilà, Élisée Odia, elle est de Congo Web Télévision. Également, Florine Zatoto, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Florine Zatoto, il est de Télé 50. C'est avec ces trois journalistes face à Martin Fayulu que nous allons décortiquer son programme. Essentiellement son programme avec les différentes thématiques que nous allons aborder. Sécurité, paix et sécurité avec Florine Zatoto. Il y aura également emploi, économie avec Élisée Odia. Et moi, je vais aborder les réformes institutionnelles. Ce sont les thématiques contenues également dans le programme de candidat président de la République, Martin Fayulu. Je m'en vais très rapidement avec la première thématique. Il s'agit de réformes institutionnelles. Et là, je m'en vais voir également très rapidement le programme du candidat Martin Fayulu à ce sujet, où il a évoqué certaines propositions que je vais très rapidement lire et nous allons également entrer en plein pied dans les différentes questions que nous allons aborder avec le candidat. Monsieur Martin Fayulu, dans vos propositions de votre programme, vous parlez de réforme constitutionnelle, mais le premier pilier parle de l'état des droits. Et là, vous consacrez la double nationalité et à l'exception de 9 pays voisins. Oui. Comment justifiez-vous cette proposition? Vous savez, cette question des nationalités, je l'avais abordée pour la première fois lors de la conférence nationale souveraine. J'avais des compatriotes, hommes et femmes, qui sont venus du Kivu. À l'époque, on avait la grande province du Kivu. Et j'ai discuté, parce qu'en 1971, il y avait une loi sur la nationalité. Et les amis du Kivu nous ont fait savoir qu'il n'était nullement question de partager notre nationalité avec les autres pays, et surtout pas les pays comme le Rwanda et le Burundi. C'était un problème parce qu'ils vivaient mal ces voisinages. Alors, finalement, vous savez ce qui s'en est suivi. Nous avons adopté la Constitution de la Troisième République. Et cette Constitution que nous avons adoptée dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. C'est bien. Mais on constate en réalité que beaucoup de Congolais ont d'autres nationalités. Parce que nous ne sommes pas un pays de droit. Si on était un pays de droit, je crois que toutes les lois votées par l'Assemblée nationale et toutes les lois votées au Sénat, celles sont nulles et de nuls effets. Parce qu'il y a des citoyens congolais, députés et sénateurs, qui sont aussi belges, français, canadiens et que sais-je encore. Alors, cette question, je l'ai, comme j'ai dit, depuis la conférence nationale souveraine, et jusqu'aujourd'hui, ça me taraude l'esprit. Je discute avec les gens. Quand je vais en Europe, je vois des jeunes gens qui ont fait des études intéressantes, des grandes études, des hautes études, mais qui se disent
nous ne pouvons pas rentrer au pays parce que si jamais je rentre au pays, je prends la nationalité congolaise, si j'arrive là-bas et que j'ai des problèmes de visa, et si je tombe malade, il n'y a pas d'infrastructure aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Or, si j'avais une deuxième nationalité, je pouvais rentrer et bénéficier, comme a dit, des soins médicaux adéquats. Ça, c'est de un. Mais de deux, ces jeunes qui sont là-bas, qui ont étudié, rempli les diplômes, qui ont peut-être des travails à minima là-bas en Occident, mais dont le pays a besoin des compétences. Le pays a besoin de leurs compétences. On ne les utilise pas. Alors, je me suis dit, et j'ai fait, comment dire, une tournée, j'ai fait mon enquête et j'ai interrogé, comment dire, les Congolais. Ce programme, notre programme, investir dans les citoyens pour développer la RDC, c'est un programme testé. Et je suis parti au Kivu, par exemple, au Nord Kivu, et j'ai discuté avec les Congolaises et les Congolais. Dans d'autres provinces, j'ai discuté et finalement, j'ai compris que non, on ne pouvait pas laisser ces jeunes gens à l'écart. Et les problèmes du Kivu, c'était que le problème, le voisin rwandais, le voisin burundais, ça posait problème. Est-ce que consacrer la double nationalité en excluant ces 9 pays, ce n'est pas une discrimination pour vous? Non, ce n'est pas une discrimination. Comment justifier cela? Ben, il y a des pays qui le font. Vous ne pouvez pas être canadien et être américain à la fois. Ce n'est pas une discrimination. Vous pouvez être américain, fils ou fille d'un ambassadeur américain, mais si vous n'êtes pas, ou même d'un président américain, si vous n'êtes pas né en Amérique, vous avez la nationalité américaine, mais vous ne pouvez pas être président de la République. Donc il y a des choses. Alors pourquoi les 9 pays? Oui, ça, le problème s'est posé uniquement pour les 2 pays limitrophes, le Rwanda et le Burundi. Alors si on prend le Rwanda et le Burundi, on va dire qu'il y a une discrimination. Alors nous nous sommes dit, on le prend pour les 9 pays. En attendant, il y a des Congolaises et des Congolais qui vont naître demain. La situation pourra changer, ils pourront évoluer plusieurs années plus tard. Mais pour l'instant, ça ne pose pas de problème pour un Congolais ici de Kinshasa d'être Congolais de Brazza. Il n'y en a pas besoin parce que s'il veut aller, il les laisser passer. Donc plus tard aussi, c'est mais en même temps, ils seront toujours exclus. Exclus de quoi? De la nationalité congolaise, bien sûr. Mais non, on n'a pas besoin de cette nationalité. Vous avez besoin de la nationalité pourquoi? Deuxième axe, c'est vous dites, vous proclamez le sol et le sous-sol appartient à l'État. La loi Bajika. La loi Bajika, on le connaît. Oui. Pourquoi proclamer une fois de plus alors qu'on le connaît? Non, mais ce n'est pas dans la Constitution actuelle. La Constitution actuelle est une autre disposition. La Constitution actuelle ne dit pas... C'est la souveraineté. C'est la souveraineté de l'État. Mais ici, nous disons le sol. Et le sous-sol appartient à l'État congolais. Personne ne peut appartient au Congo. Personne ne peut venir dire que demain, moi je décide de vendre une partie du sol congolais. Non. Donc c'est comme ça que nous avons voulu réaffirmer cette disposition de la loi Bakajika, parce que dans la disposition actuelle, c'est un flou artistique, n'importe qui peut faire n'importe quoi, et comment dire, c'est couvrir derrière cette disposition. Résacraliser le serment du président de la République, notamment au regard de l'article 114 de la Constitution, vous avez l'impression que cette disposition a été désacralisée, c'est ça? Oui. Désacralisée. Comment ça va se faire concrètement? Mais ça va se faire simplement comme ceci, que quand je déclare que je suis le garant de la Constitution, que je dois respecter la Constitution. Mais vous savez, la Constitution dit que les élections doivent se faire régulièrement tous les 5 ans. Est-ce que les sénateurs ont été élus quand? Les gouverneurs de province ont été élus quand? Les députés provinciaux ont été élus depuis combien de temps? Et aujourd'hui, moi j'ai été élu député en 2011, j'ai fait mon mandat de 5 ans, et au bénéfice, comment dire, de l'accord de la Saint-Sylvestre, j'ai fait 1 année de plus, parce que l'accord était une extension de la Constitution, et puis je suis parti. Mais comment vous pouvez étendre votre mandat à une durée presque indéterminée? Donc là, maintenant... c'est une question de réaffirmation de l'engagement, c'est ce que vous dites. Merci. Réaffirmation de l'engagement et respect de l'engagement. C'est ce que, comme disent les Américains, commitment. Il faut
s'engager. Et quand on s'engage, il faut le faire. Et si vous ne le faites pas, et c'est pour ça l'article 64. L'article 64 permet de balayer tous ces gens qui ne respectent pas la Constitution. Mais malheureusement, ici, quand le peuple veut user de son droit constitutionnel, c'est-à-dire l'article 64, on l'empêche par des armes et voilà. Rétablir le second tour, notamment pour l'élection présidentielle, ça c'est aussi votre engagement que vous avez pris dans votre programme. Qu'est-ce qui choque en fait dans cette exposition? La démocratie. Il faut qu'il y ait démocratie. Regardez aujourd'hui, les gens critiquent l'opposition et peut-être à juste titre. Vous ne vous entendez pas et ainsi de suite. Et quand on dit vous ne vous entendez pas, quelqu'un va sortir, il dit que ma base me demande à tout prix d'être président. Quand on dit candidat commun, l'individu Kingandi pense que c'est lui le candidat commun. Le monsieur Songolo pense aussi que c'est lui le candidat commun. Parce qu'il va dire que non, ma base ne veut pas. Or, en démocratie normale, vous avez un tour, le premier tour. Le premier tour, c'est pour élaguer. Nous sommes dans une démocratie classique, par exemple, comme au Ghana, comme au Sénégal, comme en France, par exemple. Aux États-Unis, ça s'organise très facilement parce qu'il y a des primaires. Okay? Il n'y a pas beaucoup de partis et les partis organisent les primaires. Mais si le premier tour, c'est quoi pour nous? Ce sont des primaires. Si vous êtes dans une famille politique, je prends par exemple notre famille de l'opposition. Alors si on était déjà très avancé, on aurait fait des primaires. Mais pour organiser les primaires dans un pays de 2 345 000 km², pas de route, pas de moyens, pas d'infrastructure, c'est difficile. Donc là, le premier tour permet à tout le monde, celui qui veut, de se présenter. Et au deuxième tour, les gens se regroupent. Vous avez vu en 2006. En 2006, il y avait beaucoup de candidats. Premier tour et deuxième tour, M. Kabila, M. Bemba. Et les gens qui se sont rangés derrière Bemba, ils se sont rangés et derrière Kabila. Donc c'est très facile. C'est pour cela, pour faire vivre la démocratie, il faut qu'il y ait un deuxième tour. Très bien dit. Un premier tour et un deuxième tour. Voilà, dans les différents éléments clés de votre programme, vous commencez avec l'état des droits et la justice. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre, c'est la priorité pour le candidat Martin Fayulu? Tout à fait. Priorité, parce que s'il n'y a pas un état de droit, nous sommes dans la jungle, comme j'ai vécu samedi dernier à Lubumbashi. C'est la jungle. Quand vous avez un maire qui dit, voilà la lettre, j'ai fait des réunions de sécurité avec vous, et c'est ok, je prends acte, tenez votre manifestation, simplement respectez, soignez vos éléments de langage, et dites à vos militants de ne pas commettre de bêtises, et ainsi de suite. Et que vous arrivez vendredi soir à 20h30, que la maire adjointe vient avec un papier sans en-tête, un papier comme si c'était un fake news, vous dire que non, la manifestation est reportée à une date ultérieure. Mais ça, ce n'est pas un état de droit. Donc nous voulons demain avoir un état où les lois de la République, la constitution de la République, donc tout ça, c'est respecté par les citoyens de la République. Ou ce que les Américains, les Anglais appellent law and order. La loi et l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, c'est comme ça que vous avez ici des embouteillages inutiles. Il n'y a pas suffisamment de voitures dans la ville de Kinshasa, avec tout ce que nous avons, pour avoir des embouteillages que nous avons. Comme il n'y a pas d'ordre, comme il n'y a pas respect de la loi, et voilà ce qui se passe. Mais ça va plus loin. La loi doit être la même pour tout le monde. 50 mandats, vous partez. Monsieur Nanga, dans un pays sérieux, où quand je serai président, il n'a pas d'espace, il n'a pas de place. Comment voulez-vous commander, avec l'argent du trésor public, des machines pour 150 millions de dollars, à peu près, sans appel d'offres? Et vous avez une loi, la loi sur le marché public. Et M. Nanga, vous savez que j'ai initié une pétition contre l'abbé Malouba, nous paie à son âme, parce qu'il avait violé cette loi à l'époque. Il en a souffert. Mais là, nous voulons parler concret. Lorsque Martin Fayulu sera président de la République, qu'est-ce qu'il fera? C'est cela, au niveau de l'état de droit. Concrètement, on commence par quoi? Mais concrètement, d'abord, vous allez voir, le premier jour, il n'y aura plus d'embouteillage.
Déjà ça. Cela veut dire que vous allez faire quoi? Mais cela veut dire que vous respectez la loi, les policiers sont là avec des contraventions. Monsieur, vous roulez contrairement au code de la route, on vous colle une contravention que vous devez payer. Ça va cesser. Vous avez les biens de l'État que vous avez chez vous à la maison. Vous devez rendre à l'État. Vous êtes attrapé parce que vous avez volé l'État. Monsieur, madame, on va enquêter sur tout ce que vous avez comme bien. Et vous devez justifier. D'abord, ce que vous avez volé, on vous le retire. Vous allez quand même faire la prison. Vous allez, par rapport à la loi, donc purger la peine. Mais tout ce que vous avez acquis auparavant, si vous n'arrivez pas à le justifier, on vous le prend. Il n'y aura pas oui, la récréation est terminée et tout ça. On va appliquer la loi purement et simplement pour que les gens comprennent que sans loi, si vous êtes dans le désordre, vous ne pourrez rien faire et c'est la jungle. Et le Congo cessera d'être la jungle et ainsi la risée de tout le monde. En même temps, le mal est profond, monsieur le candidat président de la République, Martin Fayulu, le mal est profond. Envoyer les gens à la prison, certes, mais il faut aussi avoir des prisons pour les accueillir. Non, mais il y aura des prisons pour les accueillir. Vous savez, le peuple congolais est un peuple génial, un peuple magnifique, merveilleux. Regardez, nous sommes ici, et regardez à la poste, à côté de la poste de Kinshasa, en face de la poste. À l'époque, quand le bus venait, tous les gens sautaient, allaient à l'administration publique, à la Gombe. Les gens sautaient, ils entraient par la fenêtre. Mais que constatez-vous aujourd'hui? Les gens font la queue, oui ou non? Parce qu'il y a un commandant qui est venu ici, à un moment donné, avait mis de l'ordre à ce niveau-là. Il avait demandé que tout le monde, il faut le port de la ceinture de sécurité. Et vous regardez, il y a quand même au moins 5-6 automobilistes sur 10 qui portent jusqu'aujourd'hui leur ceinture de sécurité. Là aussi, pour vous dire que les bâtons, c'est ça? Non, il y a pas forcément. Pour vous dire, bien sûr, pour vous dire que le peuple est un peuple comme tout le monde. Si vous le dites, ne faites pas ça. Et vous avez, comme vous dites, la carotte et les bâtons. Vous avez la sanction. Et la sanction négative et la sanction positive, le peuple va se conformer. Simplement, il faut une volonté politique. Il faut quelqu'un qui a, du punch, quelqu'un qui se fait respecter et qui, d'abord, lui-même, respecte ce qu'il dit. Et là, ça se fera sans problème. Et nous pensons que... Moi, j'ai été moulé dans ces cadres-là. J'ai travaillé pour une société qui s'appelle ExxonMobil. Nous avons deux choses fondamentales. Ce que nous appelons CIMS, Control Integrity Management System. Donc, tous les contrôles, l'argent de l'État, l'argent de la société, il y a des procédures, comment les sortir, comment les gérer. On abordera ça, mais ce n'est pas le Congo, malheureusement. Non, mais comment dire les Congo? Les Ghana, c'est les Congo? Mais écoutez, est-ce que les Ghana, c'est les États-Unis? Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas les Congo? J'ai travaillé, moi, Congolais, dans cette société, avec les Américains, avec les Indiens, avec tout le monde. On a travaillé. Mais vous avez été peut-être à l'école avec les autres nationalités. Pourquoi pensez-vous que les Chinois, quand j'étais gosse, on disait Shintok, c'était pas de valeur. Et aujourd'hui, les Chinois ont beaucoup de valeur. Pourquoi? Mais ne vous singularisez pas, et s'il vous plaît, arrêtez de catégoriser les Congolais comme s'ils étaient tous des médiocres. On ne peut pas rester dans cette classe de médiocres. Voilà, monsieur Martin Fayulu, candidat président de la République. Nous passons à la deuxième thématique, emploi et économie et les EODA. C'est à vous. Bonsoir monsieur Fayulu, monsieur le candidat, bonsoir, bonjour. On va essentiellement essayer de parler chiffres avec vous. On commence par le chiffre global de votre programme quinquennal estimé à 190 milliards de dollars à raison de 38 milliards par an. En moyenne. En moyenne. Et là, vous avez réparti ça je vais énumérer rapidement, ressources actuelles, 5 milliards. Oui. Ressources, nouveaux investissements, 5 milliards, coopération, 5 milliards, emprunt national et international, 5 milliards, je crois que c'est à peu près ça. Exactement. Ce sont des chiffres forfaitaires. Et croissance, 6 milliards. Comment forfaitaire? C'est une provocation. Non, mais bon, écoutez, je vois que vous voulez provoquer, non. Vous savez, le budget actuel, quand on dit budget 5 milliards, on n'a pas le budget de 5 milliards? C'est le budget qui existe, même si là, j'ai appris qu'on a mis 7 milliards, quelque chose, près de 8 milliards. Mais nous, quand on fait la reddition des comptes, qu'est-ce qu'on a réalisé exactement?
vous avez généralement 4 à 5 milliards. On a mis 5 milliards. Ça, c'est ce que les institutions réalisent aujourd'hui. La DGI, la douane et les autres taxes et tout ça. Et tout ce qui est dans le budget, côté ressources, aujourd'hui, on a à peu près 5 milliards. On l'a mis. On l'a. OK? Deuxièmement, quand vous dites la gouvernance intègre, 12 milliards. On va parler de ce gouvernement. Je voulais revenir d'abord sur les 5 milliards. La gouvernance intègre. Il y aura une question particulière sur la gouvernance intègre. Vous m'avez demandé, j'ai entendu justifier les 38 milliards. D'abord les 5 milliards. Et puis on reviendra sur la globalité. Mais j'ai justifié les 5 milliards. Les 5 milliards, c'est le budget actuel. Ça existe déjà. Donc par rapport aux ressources actuelles, par rapport aux nouveaux investissements, par rapport à la coopération, par rapport oui. Donc vous prenez les 5. OK. Alors, donc, les 5 pour le budget actuel, j'ai justifié. OK? Maintenant, vous voulez quoi? Je suis votre... nouveau investissement. Nouveaux investissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons un état de droit, regardez la configuration du Congo, regardez les ressources que nous avons, ça veut dire que les Congolaises et les Congolais qui ont de l'argent, ils vont investir dans leur pays. Ça veut dire que les étrangers, c'est ce qu'on appelle investissement direct, étranger direct, ils vont venir investir parce que leurs fonds, leurs investissements seront garantis parce qu'il y a un état de droit. Donc ça s'appelle attraction. On va attirer les investissements. Nous sommes une économie de plus de 80 millions d'habitants. C'est un marché énorme. Toute personne qui a de l'argent, tout investisseur veut aller dans ces marchés-là. Donc on va attirer les investissements. Nous avons chiffré ces investissements en moyenne à 5 milliards par an. En moyenne, ça veut dire quoi? Première année, on peut commencer avec 2 milliards, même 1. On pourra terminer à la 5e année peut-être avec 12 milliards. Sur quelle base? Quelle a été votre fondation, le fondement de cette estimation? Mais les fondements, c'est une... Quand vous fixez les objectifs, vous savez, j'ai appris qu'un objectif doit être ce qu'on appelle le SMART. Specific, measurable, acceptable, réalistique et timetable. Donc tout ça, quand je suis un homme d'entreprise, je ne suis pas un homme qui vient comme ça dans le vent et commence à dire je fixe un objectif qui est acceptable, mais qui est réalistique, mais qui avec des standards élevés. Je dis que c'est l'objectif, je vais atteindre ça. Et compte tenu du marché que j'ai, dans lequel je vis, quand je regarde les possibilités de l'agriculture, qui est dans l'agriculture, quand j'apprécie le marché mondial de l'agriculture, les États-Unis étant le premier dans ce secteur agricole, quand je vois tout ce qui s'est fait, quand je prends un seul produit comme le maïs, où on a des problèmes aujourd'hui, si vous allez à Lubumbashi aujourd'hui, il y a pénurie de maïs parce que la Zambie a fermé la frontière, a compliqué les choses pour faire venir le maïs au Congo. Quand je regarde, ne fût-ce que ces produits-là, maïs, je dis, les gens peuvent investir, je vais donner des facilités, ils vont investir des milliards. Quand je regarde l'huile de palme, vous savez que la Malaisie exporte chaque année pour 20 milliards d'huile de palme. La Malaisie n'est même pas l'Équateur. Et quand vous pensez qu'en Équateur, dans le Bandundu, l'ancienne province, quand vous prenez ces deux provinces, la grande province de l'Équateur, la grande province de Bandundu, vous pouvez cultiver l'huile de palme. Quand vous pensez que au Kasaï, tous les Kasaï, vous pensez que tous les Bandundu, tous les Congo central et l'Équateur, vous pouvez cultiver le maïs 3 fois l'année et vous voyez que même les 5 milliards, c'est vraiment ce qu'on appelle les base case. Mais les base case. Je crois que prochainement on fera une émission essentiellement en anglais. Non, écoutez, s'il vous plaît, on va revenir. Ne fuyez pas. Je ne fuis pas parce que la modernité ne se trouve pas en anglais nécessairement. Emprunt national et international, vous estimez ça à 5 milliards, mais avez-vous pris en compte le taux d'intérêt, le coût, la rentabilité? Tout ça c'est dans le 5 milliards. Mais bien sûr, non. Les 5 milliards, c'est l'argent que vous recevez. Et l'intérêt n'est pas là, l'intérêt c'est après. Vous savez, le président Alassane Ouattara... Vous ne pensez même pas encore intérêt, vous pensez d'abord... Ça c'est l'argent que vous utilisez. Attendez, on doit maîtriser les concepts. Oui. On dit que emprunt, je vous donne, il y a un cas proche de nous en Afrique de l'Ouest
le président Alassane Ouattara a financé une grande partie de son programme avec les emprunts publics. C'est-à-dire que vous savez que même les Congolais ont de l'argent, ils peuvent prêter à l'État. Okay? Les Congolais de l'étranger envoient chaque année autour de 10 milliards de dollars. Vous avez entendu? 10 milliards de dollars. Mais ça veut dire que ces Congolais, ce qu'ils envoient, ils ont peut-être encore de l'épargne. Mais sur les 10 milliards, ils peuvent gérer ça et prêter à l'État congolais une partie, peut-être 2 milliards, 3 milliards. Donc ça, c'est les Congolais. Mais comme ça, on dit emprunts internationaux et les nationaux. Mais nous pouvons aussi emprunter sur le marché international. Nous pouvons réaliser des bons, des trésors. C'est ça. Donc, et pensez à ne pas léguer des dettes aussi, hein, avec ces emprunts-là, avec des taux d'intérêt. Madame Odia, les États-Unis sont endettés de plus de 1000 milliards de dollars. Le problème, c'est que, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une économie qui supporte cette dette-là, ou cet endettement. Si vous êtes endetté et que vous pouvez rembourser, il n'y a pas de problème, sinon il n'y a pas de business. Vous savez, quand les gens qui ont créé des cimenteries ici, par exemple, je prends l'exemple, je vois qui créent des entreprises. Qui va créer une entreprise, une société, une industrie avec 100% de ressources propres? Ça n'existe pas. Donc, vous pouvez avoir des gens, et c'est comme ça que vous faites les consortiums. Vous avez suivi, par exemple, on parle des consortiums qui viennent de se créer pour trouver 14 milliards de dollars pour Inga. Mais c'est-à-dire que les gens se sont organisés et ils vont trouver de l'argent, les 14 milliards. Maintenant, il faut que le projet soit rentable. Je suis vu chez certains de vos confrères, on parlait de ça. Donc, il faut que vous puissiez vendre cette électricité-là. Il faut vendre pour récupérer et payer. Sinon, personne. Sinon, les Apple n'existeraient pas. Sinon, les BMW n'existeraient pas. Sinon, tout ce que vous voyez aujourd'hui, nous tous, Barack Obama, président de la République, a terminé de payer son prêt en tant qu'étudiant quand il était président, je crois, dans la dernière année de sa présidence. L'emprunt, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir simplement utiliser cet argent pour des investissements productifs. Parlons maintenant de cette gouvernance intègre que vous estimez à 12 milliards de dollars. D'abord, le concept, qu'entendez-vous par gouvernance intègre? Et ça veut dire que gouvernance sans corruption, ça veut dire que gouvernance réelle où les procédures sont respectées. Je ne vais pas encore vous lancer dans les termes en anglais, mais donc je fais un effort pour rester en français. Et non, ça veut simplement dire que l'argent de l'État, c'est l'argent de l'État. Monsieur Lubambi Zolo, Luzolo Bambi, excusez-moi, j'ai décorché son nom. Monsieur Luzolo Bambi, quand il était ministre de la Justice, et même le premier ministre Matata à l'époque, n'ont-ils pas parlé de coulage? On parlait de 15 milliards de coulage, c'est-à-dire l'argent de l'État qui se retrouve dans les poches des individus. 15 milliards. Et c'est vrai. On dit que si vous allez à Ndjili, là-bas, les gens qui passent avec des mallettes, avec de l'argent, c'est impossible. On dit qu'il y a des gens ici, quand ils vont quelque part dans des magasins, ils ferment les magasins en Europe et puis ils font des achats. Et tout ça, cet argent, ça vient d'où? Donc si nous prenons demain avec une fiscalité de développement et nous demandons à tout le monde de payer son impôt, sa taxe, mais qui est raisonnable, pas de taux prohibitifs, et que nous augmentons l'assiette fiscale, donc les gens vont payer. Et ces 15 milliards là dont Luzolo Bambi a parlé, nous disons aussi, bon, il y aura toujours des gens qui vont frauder, mais nous pouvons prendre en moyenne déjà 12 milliards pour mettre dans le panier. Parlons un peu de l'emploi. Vous estimez cela à près de 5,1 millions pendant votre quinquennat? Non. Par an. Exactement. On déverse 2 millions. Selon certaines statistiques qu'on a pu recueillir, la RDC déverse près de 2 millions des demandeurs d'emploi. Voilà. 2 millions. Chaque année, vous pensez vraiment atteindre et à résoudre cette problématique? Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de chômeurs? Alors, si vous allez, on déverse, ça c'est vous qui donnez les chiffres, plus de 2 millions de demandeurs d'emploi chaque année. Et si vous ne faites pas plus ou 2 fois plus, c'est que vous ne résorberez jamais le chômage.
comment on résorbe ça? J'ai parlé de l'agriculture, une des priorités. Sans dire comment, hein, et puis quelle filière vous comptez entamer, surtout par rapport à l'agriculture, vous réservez 2,4 millions de création d'emplois. C'est ça les concrets, je viens au concret. Je dis que dans l'agriculture, nous voulons 2 400 000 chaque année. Je reviens à mon produit magique, le maïs. J'ai vécu au Kenya, j'ai travaillé au Kenya. Et j'ai expérimenté cette fable de la fontaine. Ne laissez aucune place où la main ne passe et repasse. Vous allez au Kenya. J'ai été partout, Kapsabet, Mombasa, Iten, Malindi, j'ai été... Mais vous voyez des fermes partout. Partout. Prenez votre voiture, véhicule ici à Kinshasa, allez à Matadi. Regardez ce que vous allez voir. Quelle désolation. D'espace et d'espace, rien n'est cultivé. Prenez votre voiture, allez ici, prendre l'autre national, allez à Kikwit, progressez jusqu'à Idiofa. Qu'est-ce que vous allez voir? C'est la désolation, il n'y a absolument rien. Donc, si nous allons dans l'agriculture, nous déversons des moyens et nous disons, nous allons, par exemple, nous spécialiser dans quelques produits. Dans un premier temps, le maïs, l'huile, donc les palmiers, les veillards, déjà, et ça, vous allez avoir beaucoup de main-d'œuvre qui vont être déversées là-bas. Deuxièmement, très rapidement, une question, le tourisme. La Tunisie emploie 400 000 personnes dans le secteur du tourisme. L'Afrique du Sud, plus que ça. L'Afrique du Sud engrange chaque année plus de 10 milliards de dollars dans le secteur du tourisme. Et ces pays offrent moins de possibilités de tourisme que le Congo. Il y a toutes sortes de tourisme au Congo. Même en Banzangongo ici. Vous allez à Zongo ici. J'ai été parce que j'ai fait ce tourisme, j'ai été à Masai Mara et j'étais à Mboseli au Kenya. Mais regardez les parcs, les 8 ou 9 maintenant, 8 parcs que nous avons. Et vous savez que l'année dernière, je termine là, combien les Rwanda a réalisé dans le secteur du tourisme? 458 millions de dollars. Et il y a une agence de tourisme à Londres aujourd'hui, tout est fully booked. Donc pour aller voir les gorilles, les montagnes à partir du Rwanda. Mais nous, le Congo, l'année dernière, dans les chiffres, c'est 4 millions de dollars. 4 millions, 100 fois moins que l'Angola et le Rwanda. Et nous avons une possibilité énorme de tourisme. Je peux continuer la musique, la culture, je peux continuer. Une dernière question avant qu'on passe avec la permission de présentateur sur l'autre thématique. Vous pensez créer 5,1 millions d'emplois pendant chaque année, en tout cas en moyenne, mais avec quel taux de croissance quand on sait qu'on ne peut pas créer des emplois sans préalablement créer des richesses? Mais c'est comme ça, bon, évidemment, avec quel taux de croissance? Je vois la construction de votre question et tout est dit. Et nous disons qu'il y a une croissance. Vous avez les derniers éléments, parce que je voulais les aborder. Vous avez dit que je suis votre schéma. La croissance nous donne 6 milliards de dollars dans les documents que vous avez. Nous avons un taux de croissance moyen, à peu près de 20%, qui nous permettra 20 à 25%, 20%, restons à 20%, qui nous permettra... À l'époque de ma tête, nous étions à 7,8 quand c'était au plus beau, là. Maintenant, là, on est en moins que ça. Et vous, dès la première année, vous pensez qu'on atteindra 20%. C'est un peu démagogique. Je vous dis en moyenne, c'est un peu du madame. Populisme aussi. Je vous dis en moyenne. Regardez, s'il vous plaît, ce n'est pas à l'époque de Matata. Il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi ici. Le secteur informel, nous allons le formaliser. Tous ces secteurs. Aux États-Unis, il y a moins de 4% de chômage. Mais regardez les petits secteurs. Le petit. Nous disons que dans l'agriculture, le petit paysan, c'est une entreprise individuelle. Il faut en faire une entreprise. Donc, vous savez, quand vous faites des choses comme ça, c'est pour ça que les gens ne veulent pas... Vous devez sortir des sentiers battus. Et être pragmatique. Être pragmatique. Mais ce qu'on appelle dans le jargon des financiers, le budget base 0. Vous partez à 0. Moi, c'est que je pars, là où je pars de 0, et de 0, je regarde le potentiel du Congo, les potentialités du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vous ai parlé de la Malaisie. Vous avez regardé les 4 dragons. Lisez l'histoire de Singapour. Lisez l'histoire de la Corée du Sud. La Corée du Sud, en 1960, j'étais enfant, mais c'était rien.
Nous étions, en 1960, nous avions un produit intérieur brut par habitant de $220, pendant que le Canada avait des 210. Voilà aujourd'hui. C'est la volonté, c'est fixer des objectifs, des hauts standards et comment qui doivent être atteignables. Si vous dites que la performance, pour être Usain Bolt, il ne faut pas s'entraîner 2 heures par jour. Voilà, monsieur Martin Fayoulou, on comprend que vous êtes trop ambitieux. Naturellement, on vous le concède. Je suis ambitieux, pas trop. On vous le concède. Troisième thématique, on parle paix et sécurité. Florine Zatoto. Merci. Alors, monsieur Martin Fayoulou, je voudrais d'abord vous poser cette question. Vous prétendez la magistrature suprême, ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous maîtrisez véritablement bien le Congo? Je prétends. Vous dites que vous prétendez. Non, je sollicite le suffrage des Congolais pour briguer la magistrature suprême. Pour moi, les mots ont leur sens. Est-ce que je connais les Congos? Oui, je connais les Congos. Et je connais les Congos d'abord, je lis l'histoire du Congo. Et je connais les Congos, j'ai voyagé au Congo, j'ai eu la chance de travailler pour Mobil Oil. Et donc on avait des bureaux dans le Congo. J'ai travaillé et j'ai circulé dans le Congo. Donc, mais quand je parle de connaître le Congo, est-ce que vous connaissez les problèmes, les mots congolais? Oui, bien sûr. Mais écoutez, alors si vous avez lu mon programme, je commence par... Il y a 2 documents. Ça, c'est des documents complets. État des lieux. C'est ça que ça veut dire. J'ai fait d'abord l'état des lieux. Chaque domaine. L'agriculture, il y a un état des lieux. Et puis, des solutions, des propositions. L'éducation, il y a un état des lieux. Dans quel état? Il y a un état des lieux d'abord pour tous les pays. En 1 page et demie, j'ai fait l'état des lieux du pays et j'ai conclu en disant que le Congo est devenu la risée du monde. Merci. Donc, je connais le Congo, je connais son état actuel, y compris des exactions que nous connaissons, la sécurité, la paix, je connais l'état. C'est d'ailleurs la thématique qui m'a été donnée, paix, sécurité. Alors, votre priorité également dans ce secteur, dans les propositions que vous avez données sur cette thématique, il y en a 7 propositions. Vous parlez notamment de la fin de l'insécurité dans l'Est. Comment comptez-vous mettre fin à la sécurité dans l'Est dans votre première année? Simplement. Vous savez, il y a eu une loi, un accord, l'accord 4, sur la paix et la sécurité dans la région, qui est signé. Il y avait 11 pays. Ce n'est pas appliqué. Et j'ai dit simplement que je vais voir le pays limitrophe, d'où viennent une grande partie d'insécurité, et discuter avec eux. Et pour leur dire que, et là, c'est fini, vous n'avez plus affaire à un complice. Vous avez affaire à un fils du pays, qui aime ce pays, et qui a des responsabilités, qui a un devoir énorme pour l'histoire, l'avenir, un devoir devant Dieu et les enfants du Congo. Donc on doit arrêter. Deuxièmement, vous n'aurez plus ces complices internes parce que je ne suis pas un complice. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est un problème de complicité. Lisez les livres écrits sous la conduite des professeurs Mukoka et professeur Kankone. La République démocratique du Congo au bord de l'implosion et de la balkanisation. Vous allez voir, on dit là-bas, il y a des complices tapis dans les institutions de la République. Demain, il n'y aura pas de complices. Parce que je vais travailler pour mon pays et je vais simplement dire aux gens qui veulent prendre des portions de terre du Congo, c'est fini, c'est arrêté. On ne pourra plus déplacer les gens de Béni pour installer d'autres populations. Non. Les gens, mais le Congo sera un pays accueillant. Et d'ailleurs, dans les programmes, vous allez voir, le problème de nationalité, c'est réglé par l'intégration régionale. Nous allons, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, un Malien, j'ai travaillé dans tous ces pays-là, un Malien peut aller, en Côte d'Ivoire sans problème. Ok? Mais comment nous, ici, je ne peux pas aller à Brazzaville sans avoir un laissez-passer. Je ne peux pas aller en Angola si je n'ai pas de visa. Donc, demain, on règle le problème d'intégration régionale, les problèmes de taxes, les problèmes de droits d'entrée, mais on règle le problème d'insécurité. On demande aux gens qui ont besoin,
ou qui veulent prendre les terres du Congo, que ce n'est pas leurs terres, ce sont les terres des Congolais et ça restera les terres des Congolais. Monsieur Martin Fayulu, une fois élu à la tête du pays, combien de temps vous vous fixez pour qu'on ne parle plus de la guerre en RDC, dans l'Est? Combien de temps? Mais je vous dis, déjà, 18 mois, c'est beaucoup. 18 mois, c'est beaucoup. Vous me donnez le temps. 18 mois, pourquoi? Parce que... Donc si je comprends bien, dans 2 ans, fini la guerre. Dans 2 ans, fini la guerre. Moi, je dis 18 mois. Okay? Vous me mettez 2 ans. Mais merci beaucoup de me donner encore un sursis, un temps de grâce, un délai de grâce. Mais c'est très facile. Aujourd'hui, dis-moi, et c'est écrit dans les programmes, ce qui se passe à Béni. Pensez-vous que les autorités actuelles ne savent pas exactement ce qui se passe à Béni? S'ils ne savent pas, pourquoi ils sont autorités? Ce qui se passe à Béni, ce qui se passe à Nitouri. Alors maintenant, la réponse des autorités actuelles, non, ce sont les communautés, les Ema et les Lendou qui se battent à Nitouri. Les Lema et les Endou, ils viennent le 2. D'ailleurs, lisez les livres qui viennent de sortir sur ça. Que nous n'avons pas de problème entre communautés. On instrumentalise. Ces problèmes qui datent de la colonisation où les Belges ont dit, voilà, on va faire ceci, on va faire cela à telle communauté, les gens veulent remuer le couteau sur la plaie. Non, il n'y a aucun problème, mais seulement les régimes AFDEL. Vous connaissez ces régimes? Vous connaissez sa source? Le régime AFDEL, c'est un poison pour le pays. Et c'est ça qui empoisonne. J'ai vu dans les réseaux sociaux, dernièrement, donc avant-hier, on écrit un document de Kamanda. Je ne sais pas, vous l'avez certainement lu, et ce que Kamanda avait dit à l'époque. Mais ce qu'il avait dit, vous avez écrit, moi j'ai discuté avec lui. J'ai discuté régulièrement avec Kamanda. Ce problème-là m'a tellement chagriné. J'ai discuté avec Kamanda quand le Rwandais rentrait, de vive voix. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il était vice-premier ministre à l'époque. Alors, vous parlez des pourparlers avec les États voisins, mais le sang dans nos téléphones avec les ramifications internationales, ça, vous n'en voyez pas? Non, écoutez, vous savez, l'international, pour moi, c'est un problème. La guerre des multinationales. Non, pour moi, c'est une conséquence. Ok? D'abord, je dois commencer par la cause. Si vous êtes sérieux, si vous mettez... Vous savez... pourquoi on dit quand c'est sain, c'est difficile que les microbes passent. Ok? Donc, quand vous-même vous êtes propre, et vous allez voir que quelque chose pour entacher, ce sera difficile. Si ici, au Congo, nous sommes propres, les gens ont besoin de business. Si nous sommes un pays de plus de 80 millions d'habitants, si nous pouvons dire que nous avons la main d'œuvre, on peut dire aux États-Unis, au lieu d'aller envoyer, vos habits, les faire coudre en Inde ou dans des pays, on peut le faire ici. Si on peut dire, au lieu que vous fassiez telle culture, parce que vous êtes dans une autre phase de développement, vous êtes dans les nanotechnologies, et que nous pouvons le faire ici, et tout ça, on le fait ici, ça se fera ici. Le monde a besoin de ça. Le monde, tenez-vous tranquille. S'il vous plaît, juste pour vous donner un cas de multinationale. Je viens d'une multinationale, ExxonMobil. Est-ce que nous sommes ici aujourd'hui? L'ExxonMobil a quitté presque toute l'Afrique aujourd'hui. On a commencé par les Congo. Et quand l'ExxonMobil quitte le Congo, nous sommes restés dans les domaines, là où on a l'exploration, on produit les produits. Mais pourquoi? Parce qu'à cause de la corruption. Or, si les pays sont calmes, tranquilles, état de droit, ces gens-là vont venir et vont faire plus de business. Les multinationales sérieuses, je ne parle pas des mafieux, sérieuses ont besoin de business. Voilà. Mais on a mis sur ces vocables multinationales tout le monde et c'est comme ça que ça prête à confusion. La problématique de paix et de sécurité est une matière très délicate. Puisque vous aviez dit que vous connaissez très bien le Congo, est-ce que vous avez la maîtrise de l'effectif des éléments de nos forces armées? Écoutez, pourquoi vous voulez me piéger? Je vous pose une question. Attendez, s'il vous plaît, moi je vous réponds. Vous me posez la question et je vous réponds. Pourquoi les chiffres qu'on donne, 500 000, tant de mille, ça c'est pas approximativement. Non, monsieur, mon cher ami, je peux vous donner un programme, je sais exactement ce qu'il faut faire dans l'armée, exactement
pour que demain vous n'ayez plus ces phénomènes. Alors cette question vous échappe alors. Non, s'il vous plaît, ça ne m'échappe pas. Je n'ai pas besoin de vous donner l'effectif aujourd'hui. D'ailleurs, si je vous donne les... Vous connaissez, mais vous ne donnez pas. Non. L'effectif que je peux vous donner, qu'on nous donne officiellement, est-ce que vous pensez que c'est ça, cet effectif? Vous pensez qu'il y a 500 000 militaires au Congo? L'effectif que ce n'est pas tant... Dans le domaine de l'emploi, vous avez donné des chiffres. Mais sur les propositions que vous avez données en matière de paix et sécurité, il n'y a pas de chiffres. Mais dans le domaine de l'emploi, c'est de la démagogie, apparemment. Visiblement. Si vous soyez sérieux. On n'est pas ici pour faire ce que vous voulez faire, cette démagogie-là. Je vous dis ceci. Dans le domaine de l'emploi, je vous ai dit que en moyenne, par an, je ferai 5 100 000. Vous ne m'avez pas posé la question combien de militaires il y aura. Est-ce que vous m'avez demandé... J'ai pas fini. Non. Moi, je continue à poser cette question. Vous n'avez pas fini, mais vous dites que... Et c'est la démagogie. Cher ami, visiblement. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez raté votre cible. Je ne suis pas n'importe qui pour venir ici. Je vous dis des choses qui vont se faire. J'aurai l'armée. Ce ne sera pas cette armée-là. Donc, aujourd'hui, des choses que je dois faire dans l'armée, il y en a beaucoup. Lisez ici, vous allez voir. Quel type d'armée voulez-vous avoir quand vous serez président? Cette armée, elle sera comment? C'est une armée, c'est décrit ici, armée au service des citoyens pour assurer la sécurité des citoyens, la sécurité du pays et la sécurité du territoire. C'est cette armée-là, et ce n'est pas l'armée au service de l'individu et qui veut demeurer au pouvoir éternellement. Alors, cette armée-là, pour qu'elle soit efficace, restructurée comme vous la voulez, il faut que les éléments de l'armée soient très bien payés. Savez-vous combien on paye un soldat? Mais écoutez, il y a des soldats qui touchent 68 $ aujourd'hui. Ok? Alors vous avez donné le chiffre. Hein? Mais écoutez, monsieur, mais vous êtes marrant. Mais très marrant. Je crois que vous êtes cadré, vous êtes dans des moules, mais ces moules-là, ça n'existe pas. Vous savez, dans votre télévision, vous m'avez appelé plusieurs fois. Non, il s'agit pas... Attendez, s'il vous plaît, monsieur, je vous l'ai dit, vous m'avez appelé plusieurs fois. Vous dites qu'on va vous avoir. J'ai pris ma voiture, j'arrive devant, oh non, l'émission est reportée. Je dis, c'est pas grave. On me dit, non, vous m'avez appelé. Je dis, je vais. Jusqu'au jour où Étienne Tshisekedi était en tournée. Et ce jour-là, vous m'appelez, je viens, pas on installe, et lui-même, mais vous avez été tellement ridicule que... Monsieur soyez à l'aise, ça c'est le rendez-vous. Mais bien sûr, je lui réponds. L'occasion de... Et c'est pour cela, merci beaucoup pour cette occasion. À l'aise, et rien à voir avec ces débats-là. Merci beaucoup pour cette occasion. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion. Moi, je suis à l'aise. C'est pour moi l'occasion de dire des choses. En fait, c'est une question aussi du peuple congolais. Alors, on va évoluer. Mais il m'a posé la question sur le salaire, je donne le salaire. D'accord, merci. Et il dit... 68 000 francs. Vous avez dit. Alors, 68 $. 68 000. Je dis qu'il y a des pays qui coûtent 68 $. Voilà. Alors, une fois que vous êtes président, combien pourra toucher un militaire? Voilà, vous avez dit c'est la démagogie. Une fois que je serai président, nous allons travailler pour qu'il y ait un salaire décent. D'abord, pour fixer un salaire minimum. Si vous regardez dans mon programme, il y a beaucoup d'états généraux. Il y a même les états généraux sur l'armée. Ok? Donc, on ne pourra pas demain avoir, par exemple aujourd'hui, un Congolais vit avec moins d'1,5 $ ou même $1,20 par jour. C'est impossible. Donc demain, c'est pour cela que nous avons dit que nous allons faire un travail sérieux et de production dans les denrées qu'on va produire ici. Les prix vont baisser. Et quand les prix vont baisser, c'est pour cela votre chiffre n'a aucun sens. Si je vais à Abidjan, dans un marché, je vois un panier, un Congolais, faites ça. Vous allez voir un panier avec 5 ananas. Et on vous dit 1000 francs. Je donne les prix comme ça. On vous dit, ah non, c'est pas sérieux. C'est comme ça quand les Ivoiriens viennent ici, on leur dit, l'ananas, ça coûte 5000 francs. Ils ne comprennent pas. Donc, demain, avec la production qu'il y aura, le marché sera inondé. Les prix vont baisser. Ça ne sert à rien. Attendez, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de vous donner aujourd'hui les chiffres, les salaires, parce que la valeur ne sera pas la même.
le prix, donc la valeur de l'argent ne sera pas la même. Aujourd'hui, vous avez $1. Ce que vous pouvez acheter avec $1 à Kinshasa, c'est rien. Mais ce que vous pouvez acheter avec $1 en fruits en Côte d'Ivoire, c'est énorme. Mais dans un contexte d'une économie maîtrisée, inflation maîtrisée, vous ne pouvez pas imaginer un chiffre parce que l'électorat aussi sont les familles des agents là qui vous regardent en ce moment. L'électorat a besoin de ce que les Congolais sont très pratiques. Les Congolais appellent ça le panier de la ménagère. Les paniers, les Congolais ont besoin de savoir, c'est ça que je vous donne. Je suis concret, que quand je vais au marché, mon panier est rempli. Vous savez, quand vous prenez $100, vous allez dans une alimentation ici. Ce que vous allez acheter, c'est absolument rien. Quand vous prenez le même $100, vous allez aux États-Unis, vous pouvez sortir avec un chariot. Alors vous voyez, donc, vous voyez la valeur, les $100 là, sa valeur ici. C'est comme ça quand on dit un candidat doit payer $100 000. Mais c'est une aberration. Vous n'avez pas de notion de grandeur. Comment, dans quel pays, vous avez vu un candidat, pour déposer sa candidature, doit payer une caution de $100 000? Alors, dans votre programme, vous aviez dit que vous allez consacrer 30% du budget national à l'éducation. Tout à fait. Et au moins 30%. Et la défense? La dépense. La sécurité. La dépense et la sécurité. Défense. Ouais, dépense sécurité. Donc, c'est dépenses et sécurité. Nous aurons un grand budget, pas moins de 20%. Pour la défense et la sécurité, pas moins de 20%, parce que, vous savez, quand je suis parti à Goma, et j'étais en train d'écrire mon programme, c'est un programme qui est écrit depuis longtemps, j'ai discuté avec les habitants de Goma, au stade, le volcan, et j'ai demandé, au Full Gospel Centre, j'ai dit, si je deviens président demain, qu'est-ce que je dois faire pour vous, les Gomatraciens, pour vous, les non-Kivusiens? Ils m'ont répondu, M. Fayoulou, arrête. Une seule chose, ce que nous voulons, c'est la paix et la sécurité, parce que nous savons faire les restes. Donc la paix et la sécurité, et comme vous le voyez là, priorité. Donc il faut mettre de l'argent pour cette priorité, et ça va produire. Quand vous voyez, et c'est pour cela, je me suis mis dans des pourcentages pour l'éducation, parce que et l'agriculture. Mais les autres, c'est le montant nominal qui sera là, parce que nous allons faire. C'est pour cela que vous voyez que je suis le seul candidat qui présente ces budgets-là. Mais finalement, entre éducation, état de droit et défense, c'est quoi la priorité de priorité? Mais vous l'avez lu dans le programme. C'est quoi la priorité de priorité? Parce que l'intitulé de votre programme, c'est investir dans le citoyen pour le développement de la RDC. Ça veut dire c'est l'éducation. Non, s'il vous plaît, monsieur. Cette personne-là, ce citoyen-là, s'il n'est pas dans un état de droit, il est nul, il va être vagabond. Cette personne-là, s'il n'est pas, comment dire, il n'y a pas une sécurité pour lui, il sera dans la guerre et tout ça. Cette personne-là, s'il n'est pas éduqué, ne pensez pas qu'on va faire une chose d'abord, et puis après on prend deux choses. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des choses qui... C'est pour cela, les 6 priorités qu'on vous a données, paix et sécurité, état de droit, paix et sécurité, éducation, agriculture, comment dire, emploi, mais ça se tient. On doit aller... Non, ce sont les priorités liées, comment on peut dire. Mais tout est lié. Vous ne pouvez pas faire les choses séparément, tout est lié. Merci, les candidats président de la République, Martin Fayoulou, c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Un grand plaisir pour moi, merci. C'était une question pour vous. Merci de m'avoir fait cette faveur, d'être, cette confiance, d'avoir été le premier. Je suis le premier, vous dites? Le premier. Merci beaucoup. Merci. Vous inaugurez le plateau, c'est aussi une bénédiction pour vous et pour nous également. Mesdames et messieurs, merci Élisée, merci Florie, Michel. merci à vous tous qui nous avez suivis. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce rendez-vous, votre rendez-vous. Vous étiez face au candidat Martin Fayoulou Madidi. Il est candidat président de la République. Vous avez suivi son programme à travers les principales thématiques. Nous avons parlé de toutes les thématiques. Il faut qu'on rappelle cela. Très prochainement, ça sera... Il y a un livre ici où il y a, comment dire, l'état des lieux et les propositions. Et puis il y a un autre, mes 300 propositions. Exactement. Nous aurons le temps d'aborder ces 300 propositions. En tout cas, très prochainement, monsieur Martin Fayoulou. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Un autre rendez-vous, ça sera très bientôt avec un autre candidat président de la République. Merci et à très bientôt sur vos chaînes.